Bien le bonjour YouTube, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose depuis des lustres, ça ne se dit même plus cette expression je crois, c'est comment choisir son appareil photo / vidéo. Et pour ce faire j'ai invité mon pote Grain, youtubeur et surtout réalisateur, très fort en vidéo le mec. Salut Guillaume. Guillaume. Ça va quoi? Tranquille. Merci de m'accueillir. Bah écoute, nouveau setup, rien que pour toi. Magnifique. Inauguration du canapé, c'est complètement faux. Il y a Greg Zway qui s'est assis sur ce canapé juste avant. Je suis pas le premier. Non. C'est pour les archives. C'est très chiant ça. Salut Greg. Bonjour. Bref, J'aime beaucoup Greg. En fait, avec Grain, on avait la même idée de vidéo et plutôt que d'en faire deux séparés, on a décidé de la faire ensemble sur cette chaîne YouTube. Parce que beaucoup de gens nous posent la question. Ouais, comment choisir sa caméra, ouais, comment choisir son appareil photo. C'est une des questions les plus posées, donc on va y répondre aujourd'hui. On va essayer de faire quelque chose de très concis, très structuré, pour qu'à la fin de la vidéo, vous ayez toute la démarche pour choisir l'appareil photo qui vous convient. Petite intro. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Bon, pour éviter de vous embrouiller, je pense qu'on va diviser la vidéo en 3 parties. Première partie, on va balayer tous les préjugés, tout ce que les gens disent par rapport au modèle de boîtier et capteur, etc. Après, on parlera vraiment de la démarche pour choisir son boîtier, d'accord? Ensuite, on va parler de la différence entre les différents types de boîtiers, que ce soit compact, réflexe, hybride et bridge. Et enfin, on va parler de la chose que vous attendez le plus, le budget. Quel budget allouer à son appareil photo / vidéo. En fait, Grain va parler un peu plus de vidéo, moi je vais vous parler un peu plus de photos, comme ça permettra d'éviter de se marcher dessus. Il faut qu'on parle d'abord des préjugés, parce qu'il y a des légendes urbaines qui passent, t'as l'impression que c'est des fake news. Ok, je vois un exemple. Avoir une meilleure caméra pour faire une meilleure image, dans l'absolu, oui, mais quand ils commencent, ils en ont pas besoin. Quand on commence, pas besoin forcément d'avoir une caméra chère, pas besoin forcément d'avoir une vraie caméra, moi je parle vidéo, hein. On peut commencer avec un smartphone. Mais même en photo, il y a des comptes qui sont juste excellents, alors que les gars, ils shootent avec un téléphone à 300-400 €. Donc en fait, dites-vous qu'avec un téléphone et un peu de maîtrise, un petit peu d'expérience, on peut apprendre la règle des tiers, on peut apprendre l'étalonnage, on peut apprendre les mouvements de caméra. En fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des applications aujourd'hui qui existent, qui permettent de débrayer tous les réglages manuels d'une caméra. En photo, des applications de photo qui permettent d'aller très loin. Avec tous ces apps-là et avec votre téléphone, vous allez déjà voir si vous avez un intérêt pour la photo ou la vidéo. Exactement. Est-ce que c'est une envie ou est-ce que vous avez développé une passion? Commencez avec ce que vous avez entre les mains. Deuxième préjugé, c'est préférer le boîtier à l'optique. Et c'est complètement faux. On est d'accord. Vaut mieux prendre un boîtier moyenne gamme et une optique ultra haut de gamme que l'inverse, parce qu'au final, par exemple en vidéo, si tu mets une RED, tu mets une RED avec une optique pétée, tu auras une image. Ouais, c'est ça. Alors par contre, à l'inverse, si tu prends un boîtier moyen de gamme, par exemple, même entrée de gamme, et que tu mets une super optique, tu auras une belle image. Donc l'optique, en tout cas en vidéo et en photo, c'est pareil. L'optique est plus importante que le boîtier. Exactement. Mais il y a une chose aussi, en plus de ça, c'est qu'il faut penser global. En vidéo, il y a plein d'accessoires. Une bonne vidéo, c'est pas que un boîtier, une optique. C'est aussi une optique, un micro, un stabilisateur, des accessoires. Calme-toi, ils sont pas encore là, ils y sont pas là. Calme-toi. En tout cas, il y a pas que le boîtier. Quand on est débutant, on se dit boîtier, je veux le meilleur boîtier. Mais en fait, il faut penser plus large. Exactement. Et il faut cibler vos besoins. Dernier préjugé, c'est la taille du capteur. Alors, on est full frame tous les deux. C'est-à-dire, on a le capteur plein format, le plus gros de la gamme accessible. Parce qu'il y a encore les moyens formats, etc. Mais c'est des caméras à 40 000 €. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens. Enfin, toi? Non, pas encore. Ok, d'accord. Tout le monde pense que le full frame, c'est le mieux. Alors, effectivement, c'est mieux dans certains cas. Dans le niveau du bokeh, par exemple. Vous aurez plus facilement la même ouverture, vous aurez plus de bokeh avec un capteur full frame qu'avec un plus petit capteur. Gestion des basses lumières, etc. Exactement. Par contre, aujourd'hui, on a le GH5, par exemple, je pense au GH5, qui a un micro-capteur, donc le capteur est tout petit, et il est excellent en vidéo. Exactement. Donc en fait, il faut juste arrêter de dire je veux un plat format. Si vous commencez la photo, commencez avec un APS-C, un micro-capteur ou même un capteur 1 pouce, mais on verra ça dans la troisième partie de la vidéo. Rappelez-vous simplement que l'appareil photo ne fait pas le photographe et le plus important, je pense qu'il faut shooter en fait. Exactement. Il faut aller dans la rue, il faut prendre son appareil photo, son smartphone et tester des angles. La règle des tiers et les règles photo-vidéo ne vont pas changer suivant l'appareil que vous avez entre les mains. Moi quand j'étais débutant, en général tous les débutants font ça, on check pendant des heures tout le matériel. Mais grave, on va sur YouTube, on va sur Facebook, on va sur tous les forums spéciaux, on dit c'est quoi la meilleure caméra, c'est quoi la meilleure spec. Alors tu regardes, tu sais, le temps d'allumage, le machin, etc. Tu compares des specs où tu te dis mais en fait tu vas jamais te rendre compte sur le terrain quoi. Exactement. Et quand on commence, on a l'impression que c'est hyper important. Alors c'est important le matériel, je dis pas que c'est pas important. Par contre, quand on commence, c'est pas le plus important. Que vous preniez un iPhone, une caméra, la caméra de votre grand-père ou un Sony A7 III, vous allez pas être un génie de la vidéo si vous prenez le dernier appareil. Vous allez apprendre pareil. Donc au début, le plus important, c'est pas d'avoir cherché la caméra, forcément la meilleure caméra, c'est de shooter avec ce que vous avez. Donc allez shooter sur le terrain, pratiquez, vous allez évoluer et puis vous allez vous diriger vers différents appareils. Et tu nous introduis complètement la partie numéro 2. Quelle démarche doit-on avoir pour choisir sa meilleure caméra, sa première, la caméra qu'il vous faut? Quelle est la démarche? Et bah déjà, il faut se rendre en magasin spécialisé les gars. Allez chez Image Photo par exemple, les copains, et allez prendre en main des appareils photo. L'ergonomie change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Fujifilm, c'est déjà pas mal. Red. Qui sont sur le marché et qui vont vous proposer à peu près toutes les mêmes fonctionnalités, entre guillemets, encore une fois,
parce que putain, il y a les experts qui vont dire non, c'est pas vrai, etc. Mais du coup, ce qui va différencier vraiment les deux boîtiers, enfin les différents boîtiers, c'est la prise en main. Exactement. En fait, la prise en main, c'est hyper important. Quand on débute, encore une fois, on n'a pas forcément conscience de ça. Moi, quand j'ai commencé, la meilleure caméra pour moi, c'était le GH4. Ok. Je l'ai acheté direct, j'ai pas testé. Je l'ai acheté direct, non, mais au final, j'ai kiffé. C'est une super caméra. Je l'ai aimé, j'ai évolué, j'ai pris un GH5. Sauf que maintenant, en fait, après un jour, j'ai testé Canon. J'ai fait mais en fait, je préfère la prise en main Canon. Et en fait, je me sens plus à l'aise. C'est-à-dire que la relation qu'on a avec notre caméra, c'est hyper important. Mais je rigole pas. C'est un petit peu. Je rigole pas parce que vous allez l'avoir en main tout le temps. Et moi, maintenant, aujourd'hui, je préfère la prise en main de Canon. Exactement. Et en fait, c'est notamment une des raisons pour laquelle je suis allé chez Canon. Il y a des défauts chez Canon, il y a des défauts partout. Mais comme j'adore la prise en main, je préfère aller chez Canon. Donc la prise en main, c'est hyper important. Vous allez passer du temps avec votre caméra. C'est une caméra que vous allez transporter avec vous. Et donc à un moment donné, il va falloir que vous soyez à l'aise avec. Donc encore une fois, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut l'apprivoiser. Et comment on peut l'apprivoiser un peu plus que quand tu te rends en magasin? Alors plusieurs choses. Déjà, effectivement, le magasin pour commencer. Et deuxième chose, il faut la tester sur le terrain parce que filmer des objectifs ou des appareils photo sur des étagères, des vitrines, sur des étagères de magasins spécialisés. Mais je l'ai fait. Avec une lumière à péter. C'est pas comme ça que vous allez savoir si la caméra vous convient. Donc moi, je vous conseille, par exemple, de louer, par exemple, pour une journée une caméra. Vous allez dépenser des milliers d'euros ou des centaines d'euros dans un boîtier. Ça peut valoir le coup de lâcher 50 balles juste pour le tester une journée. Qu'est-ce que tu penses? Bah moi, j'irais encore plus loin dans la démarche, c'est-à-dire que si tu regardes un petit peu dans ton entourage, tes potes sur Facebook, ta famille, etc., il y en a forcément un qui a un boîtier. Et peut-être par chance, tu auras quelqu'un qui a un boîtier que tu veux. Donc demande-lui, ça lui coûtera rien s'il est disponible. Prends-le, va te tester un petit week-end ou une semaine si t'as le temps, et comme ça, tu te feras une vraie idée. Ouais, il y a plein de groupes Facebook qui existent aujourd'hui qui regroupent des fans de photos, des fans de vidéos. Vous pouvez essayer de trouver quelqu'un peut-être qui a un boîtier, vous avez aussi un boîtier à lui montrer en échange et de faire des échanges du bon procédé. Ou alors d'aller voir un loueur et de lui dire écoutez, moi je veux pas du tout louer une caméra pour une production, je cherche juste ma première caméra. Et je pense que les loueurs peuvent comprendre ça et faire un geste peut-être avec un petit prix ou quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le tester. Il faut le tester sur le terrain. Le truc le plus important avant d'acheter un appareil photo / vidéo, c'est de cibler ses besoins. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre appareil photo ou votre caméra? Exactement. Est-ce que vous voulez faire de la photo, de la vidéo, déjà, les deux? Est-ce que vous voulez faire du mariage, de la vidéo de voyage, vidéo de soirée? Exactement. Juste créer des souvenirs. Du YouTube, parce que vous voulez parler face caméra devant. Ça va être des usages qui sont différents et qui vont amener des caractéristiques et des critères d'achat différents. Exactement. Le flip screen, la possibilité de mettre un micro externe, les objectifs interchangeables, l'autofocus. L'autofocus, super important. Tu sais que la vitesse d'allumage aussi. Ouais, exactement. Tu vois, si jamais tu fais du mariage et que tu as besoin que ça s'allume vite et bam bam bam, shooter, etc. Ou de la photographie animalière. Voilà, c'est vraiment si vous ciblez vos besoins, vous allez pouvoir définir des caractéristiques qui vont vous permettre derrière de mettre des croix sur les choses qui vous conviennent pas et donc du coup vous focalisez sur les choses qui vous conviennent. Alors par contre problème, c'est que quand on commence, on sait pas forcément ce qu'on va faire. On sait pas est-ce qu'on va faire de la vidéo animalière, est-ce qu'on va faire du mariage, on va un peu tout faire. Comment on fait dans ce cas-là? Et bon, on teste avec son iPhone. Il faut vraiment développer une appétence et pour la développer, il faut commencer avec ce qu'on a, avec ce qu'on a dit en premier lieu, tu vois. Est-ce que même avec un téléphone, vous allez pouvoir créer une petite vidéo souvenir? Est-ce que vous allez pouvoir créer des photos qui vous plaisent, qui plaisent à votre entourage et à partir de ce moment-là, vous allez aller un peu plus loin dans la démarche d'acheter un appareil photo, etc. Donc comme on a dit au début, commencez avec ce qu'on a parce que par exemple si on veut faire de la photo, on va plus chercher un petit peu de bokeh alors qu'en vidéo un peu moins. Voilà, ça commence à changer, mais oui. Ouais, donc si tu veux, il y a plein de critères avec la taille du capteur qui est différent, comme on en a parlé avant, la résolution du capteur, la CTR3 42 millions de pixels, qui en a besoin aujourd'hui à part des photographes pro? Même moi 20 millions ça me suffirait, mais bon, donc je vais pas le laisser partir. En vidéo on a la cadence d'image par exemple, et oui, c'est plus vous allez avoir une cadence d'image élevée, plus vous allez avoir la possibilité de faire du ralenti, du gros ralenti. Et donc ça, imaginons que par exemple vous voulez faire, je sais pas moi, du clip ou du court-métrage et vous voulez filmer des gens en ralenti, bah ça va être un critère intéressant pour vous de prendre un appareil qui monte haut dans les cadences d'image. Bref, dites-vous qu'aujourd'hui n'importe quel appareil photo se débrouille en vidéo et en photo. Vous allez pouvoir vraiment faire les deux. Maintenant, il va falloir vraiment que vous définissiez vos usages pour sélectionner les critères qui vous intéressent. Ce qui nous amène à la troisième partie. Allez, c'est parti. Les différences entre les boîtiers. Ah oui, intéressant. Compact, bridge, réflexe, hybride. Et on va parler des inconvénients et des avantages de chacun en photo et en vidéo. Bridge versus compact. Premier inconvénient déjà, c'est qu'on dans les deux on pas changé d'objectif. Ouais. C'est un problème. Alors ça c'est un problème. Par contre t'as une extrême polyvalence en termes de zoom. Les compacts généralement t'es en 24, 70 voire 105, voire 24-200 avec le nouveau RX106. Et par exemple quand tu prends le RX10 Mark IV de chez Sony qui a un bridge, c'est du 24-600. Ok, mais alors là tu parles comme un photographe. Oui. Parce que si on se met dans la peau du vidéaste, le problème des compacts et des bridges souvent, même les compacts et bridges qui ont des zooms, c'est qu'ils ont des ouvertures variables. Ça veut dire que par exemple si vous achetez une optique
qui ouvre à 2.8 constant, ça va toujours rester à 2.8. Vous aurez la possibilité d'ouvrir à 2.8 à tous les champs de vision. Par contre, sur les bridges, vous avez des ouvertures variables, ce qui veut dire que en grand angle, vous ouvrez par exemple à 3.5 et si vous zoomez, vous allez ouvrir à 5.6. Et ça, c'est un problème, puisqu'en vidéo, on veut toujours avoir une ouverture constante pour éviter d'avoir des changements d'exposition. Mais moi, je parle comme un vidéaste là. Ouais, mais alors que moi, le photographe, si tu veux, quand je vois un énorme zoom, je pense à la personne qui veut faire de la photo de groupe, de famille, et boum, choper un petit animal, etc. parce que ça lui fait plaisir. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'évolution, en termes d'apprentissage, le fait d'avoir un bridge, ça nous permet d'avoir une vraie polyvalence au niveau du zoom et donc de se spécialiser dans différents types de photos sans dépenser d'argent. Effectivement, aujourd'hui, avec un produit avec objectif interchangeable, tu vas pouvoir vraiment évoluer, mais il va falloir que tu mettes encore un billet, un objectif différent, un truc différent, des bagues, des adaptations. Alors, effectivement, quand tu achètes un compact, déjà, il est tout petit pour le transport, c'est juste incroyable. J'ai fait plus de 100 vidéos avec le RX100 Mark IV et clairement je pouvais l'emmener de partout et c'est vachement confortable. Moi ce que je recommande en vidéo c'est un petit peu différent, c'est à dire que si vous voulez quelque chose de compact, je conseille souvent de partir sur soit vous avez votre smartphone, soit une caméra d'action, par exemple DJI Osmo Pocket ou une GoPro, et par contre si vous voulez ensuite passer un step, je recommande vraiment de partir sur un appareil à objectif interchangeable, par exemple un hybride. Il y en a des pas très chers parce qu'en vidéo c'est important d'avoir du grand angle, du standard, du téléobjectif pour raconter une histoire. On va avoir différentes focales pour bien raconter une histoire et faire du storytelling. Exactement, et c'est en ça on va passer au réflexe. Ça me fait une bonne transition. Hybride. À chaque fois, c'est pas mal, non? Je trouve que ça c'est fluide, c'est chouette. Deux mastodontes, réflexe plutôt l'ancienne génération. On perd de vitesse, les réflexes. Là, les ventes d'hybride viennent de dépasser les ventes de réflexe. Ça y est? En 2019. Bon, bah voilà. Bon, bah on a plus rien à dire. Hybride, forever. Non, les avantages du réflexe, ça va être, je trouve, en photo. On a un meilleur rendu en photo et surtout en termes de batterie, les réflexes tiennent plus longtemps que les hybrides. Toi, tu as un DX Mark II. Un DX Mark II qui a un réflexe. L'avantage d'être en photo aussi pour certains photographes, c'est qu'on a un miroir à l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'on voit directement ce qui se passe devant en vrai. On n'a pas un viseur numérique. Il y en a qui préfèrent un viseur numérique parce que ça nous permet de dérusher quand il y a du soleil et ça, c'est juste incroyable. Vraiment, quand tu es en voyage et que tu plonges l'œil dans le viseur et que tu fais OK, c'est bon, je l'ai, alors que toi, tu es comme ça avec ton DX. Exactement. Chacun ses goûts à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a des photographes qui préfèrent le miroir, c'est pour ça que je dis ça. Par contre, un miroir, forcément, ça implique une caméra plus grosse, donc tout est plus gros, le boîtier est plus gros, les objectifs sont plus gros. Donc les réflexes aujourd'hui sont gros et c'est pas que à cause du grand capteur, c'est à cause du miroir qui est à l'intérieur. Mais voilà, dites-vous que hybride aujourd'hui, technologiquement parlant, c'est plus avancé que les réflexes, même si le tien il est high level en termes de débit. Le futur, c'est quand même les hybrides. Et si on parle d'un point de vue vidéo, ce qui se passe, c'est que les hybrides vont être orientés photo et vidéo, les deux. C'est-à-dire qu'on va avoir plein d'aides à la vidéo, plein de fonctionnalités que les vidéastes vont adorer. Tracking des yeux. Exactement. Face detection. Donc on a des petits points pour faire la mise au point. On a plein de choses pour mesurer son exposition aussi. Exactement. Alors que les réflexes sont vraiment pensés pour la photo. C'est-à-dire que moi j'utilise aujourd'hui un réflexe qui est juste là pour la vidéo. Attends, est-ce que tu peux montrer ton réflexe? Je le montre. Juste parce que le truc, les gars, il fait 2 fois mon hybride. Alors qu'au final, il est pas... Bon, il est bien, mais il est pas vraiment meilleur. Il est vraiment gros. Mais du coup, il a été pensé pour la photo. Ça veut dire que moi, dedans, j'ai pas de focus picking, pas de fonctionnalités très intéressantes que des hybrides ont pour un prix beaucoup plus bas. deux fois moindre. Il est très cher pour ce qu'il fait et orienté photo. Et c'est surtout qu'il est sorti il y a quelques années et qu'aujourd'hui, les technologies commence à être un peu vieux. les technologies ont vraiment évolué. Et on va arriver à la troisième partie qui est le budget. Et vous allez voir que cette temporalité des appareils photo / vidéo, pardon, dans le temps, en fait, c'est hyper important. Aujourd'hui, vous avez un renouvellement qui se fait tous les 2-3 ans chez les constructeurs selon les gammes de produits. Premier conseil avant de dépenser de l'argent, regardez le calendrier des sorties. Voilà, les annonces officielles des marques. Et pas que les rumeurs, parce qu'il y a des rumeurs aussi, il faut faire attention. Les rumeurs, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui en savent plus que n'importe qui. C'est un truc de malade. Sony Alpha Rumors, Canon Rumors aussi. C'est des sites qui sont ultra intéressants déjà parce qu'ils ont des news et en plus, ils vous informent vraiment des caractéristiques techniques des prochaines sorties, etc. Donc on peut faire confiance à Sony Alpha Rumors et à Canon Rumors, tu penses? Oui, il y a des indices de confiance dans le site. Ok, en tout cas, ce qui est important, c'est de checker effectivement si votre appareil va pas avoir son successeur qui va arriver. Par exemple, ce serait dommage d'acheter un Sony A7 III si le Sony A7 IV va arriver bientôt, puisque si vous voulez toujours acheter le 3, il va baisser de prix. Donc c'est intéressant de regarder un peu. En neuf, pardon. C'est important de regarder le cycle de vie des appareils. Très important. Deuxième possibilité pour acheter votre appareil photo. Mais non, je reste bien. Deuxième possibilité pour acheter votre appareil photo, c'est de regarder le marché d'occasion. Moi, j'aime bien le neuf. Oui. Mais en fait, c'est une erreur. Surtout quand on débute. Quand on débute, on sait pas forcément ce qu'on veut comme caméra. Ça peut être intéressant de passer par l'occasion puisque vous allez acheter un boîtier à un prix ultra intéressant. Et surtout, vous pouvez le tester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et parfois, le revendre, si vous êtes bon, le revendre et même faire un bénéfice. Et même gagner de l'argent. Ça sera le vécu. Après, vous avez aussi les personnes qui veulent les dernières nouveautés. Et effectivement, le marché de l'occasion ne s'y prête pas. Vous avez les sites type eBay, Le Bon Coin. Donc là, il y a toujours le côté où il y a un marché gris. On sait pas trop d'où ça vient. Est-ce qu'il est bien entretenu? Est-ce qu'il est testé?
tester, vous avez encore de la garantie, pas de la garantie. Moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est d'aller dans un magasin spécialisé. Par exemple, Image Photo Lyon, encore une fois, c'est pas du tout que c'est sponsorisé, c'est juste que c'est mes potes. Et en fait, ils ont des occasions garanties sur un Argus déterminé par le chasseur d'images, qui est un Argus aujourd'hui accessible à tout le monde. Et du coup, ça vous permet d'avoir une sécurité au niveau du prix et surtout une sécurité au niveau de la garantie si jamais vous avez un problème 1 mois, 3 semaines, 2 mois, 3 mois après l'avoir acheté, en fonction de ce que vous achetez, un appareil, un objectif, un micro, etc. Là, tu parles de marché de l'occasion, mais en fait, même en neuf, il y a le marché gris. Et le marché gris, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez taper votre caméra, par exemple Sony A7 III, vous allez tomber sur des prix qui vont être souvent les mêmes, et parfois vous allez tomber sur un prix qui est 30%, 40% en dessous. Et ça, en général, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le marché gris. Donc, c'est des sites qui sont en Asie, souvent à Hong Kong, qui en fait vont faire transiter leur appareil par le Royaume-Uni pour les faire rentrer en France sans payer la TVA. Attention le Brexit quand même. Attention, jusque là, c'est légal, mais quand ça rentre sur les territoires français et que vous avez l'appareil entre les mains, vous êtes en fraude. Si ça vous va d'être en fraude, tant mieux, ça, c'est votre problème. Par contre, si vous commencez à voyager avec votre appareil et vous faites arrêter par la douane, à la douane par exemple, et ils vous disent ouais, ça vous cet appareil, montrez-moi les factures, vous leur montrez votre facture marché gris, là vous allez devoir payer la TVA plus un redressement plus une amende. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Et en plus tu pars en prison quoi, mourir d'amour enchaîné quoi. Et puis en plus, ce qui se passe c'est que les garanties aussi souvent fonctionnent pas. Vous avez une chance sur deux que votre produit soit intercepté à la douane, donc directement vous payez directement. Alors mais c'est voilà. Donc marché gris, moi je vous conseille pas personnellement. Non, clairement pas. Enfin le budget, on l'a divisé en 3 catégories, 500 € environ, 1000 € et 2000 €. Et au-dessus, à mon avis, vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour choisir un appareil photo à plus de 3000 €. Moins de 500 €, qu'est-ce qu'on peut conseiller, mon petit grain? Alors déjà, la première chose, si vous avez pas un budget important et que vous voulez utiliser votre iPhone, et ben vous pourrez débourser juste même pas 200 € pour acheter par exemple un DJI Osmo Mobile 2, ou en tout cas un stabilisateur de téléphone. Il n'y a pas que DJI, il y a aussi d'autres marques comme Feiyu par exemple. Il existe aussi des objectifs pour smartphone, comme ceux de RhinoShield qui proposent un grand angle et un macro, ce qui va vous permettre de vous essayer à d'autres types de photos, et en plus, ils sont de super bonne qualité. Cerise sur le gâteau, vous avez 10% avec le code GIRUSH10, donc checkez la description. Et voilà, et là, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment step up au niveau de la vidéo, puisque vos smartphones, aujourd'hui, font du 60, parfois 120, parfois 240 images par seconde, et donc clairement... De la 4K. De la 4K, vous allez pouvoir cropper dedans, enfin bref, voilà, vous allez pouvoir déjà vous amuser pour 150 € environ. Après, on va avoir aussi les caméras d'action, type GoPro ou Sony X1000. Ouais, ou DJI Osmo Pocket aussi. Voilà, et donc ça, c'est vraiment des appareils qui sont spécifiques, on va pas les détailler maintenant, mais je pense que vous les connaissez. Plutôt sport extrême. Et puis, pour moins de 500 €, on peut avoir les premiers appareils à objectif interchangeable. Par exemple, il y a le Canon M100, qui est un hybride. En hybride, et ou un 200D qui est un réflexe et qui vous permet un peu plus déjà de toucher l'appareil photo. Moi, il faut savoir que j'ai commencé avec le 550D. Donc à l'époque, c'était vraiment l'ancienne génération. Il faut vraiment regarder en précision, mais vous avez les écrans orientales, vous avez les prises jack, la griffe au-dessus. Donc c'est clairement un appareil qui va pouvoir être évolutif. Et si vous commencez avec ça, c'est déjà très bien. Et aussi le Nikon, le D3400. Voilà, c'est des appareils photo qui sont dans la même gamme et qui font sensiblement la même chose avec le capteur aussi, un peu similaire. Passons aux appareils à environ 1000 €, et là ça commence à être un budget assez conséquent. On peut vraiment se faire plaisir. C'est destiné à ceux qui ont vraiment une appétence réelle de la photo ou de la vidéo. Tu conseilles quoi toi? Alors moi, comme je fais un peu vidéo, je vais vous proposer un appareil qui est plus orienté vidéo, qui permet aussi de faire la photo. C'est par exemple le GH4 qui est un peu ancien maintenant puisqu'il y a le GH5 qui a suivi. C'est mon premier appareil photo un peu sérieux, et aujourd'hui il est à moins de 1000 €. Et il permet de faire de super choses, la 4K, du ralenti, changer d'objectif. Moi je vais te parler d'un appareil qui est beaucoup plus récent, qui s'appelle l'A6400. Sony. Alors, il est moins orienté photo que la 6500, mais la 6500 reste un peu plus cher, donc que 1000 €, donc je vais pas pouvoir le rentrer dans la catégorie. Mais la 6400 aujourd'hui a des specs vidéo, des specs en rafale 10 images par seconde, 4K, 120 fps, objectif interchangeable, capteur APS-C. Voilà, dernière génération, le focus est ultra rapide, le flou, la différence de netteté, de mise au point entre deux plans, c'est ultra naturel, donc clairement la 6400. Et t'as aussi le M50, je crois. Là, on a fait Panasonic, Sony, maintenant Canon quand même. Voilà, Canon. M50, j'ai pas testé, mais hybride, pareil, qui permet de changer d'objectif. Plus évolué évidemment que le M100. Il vous permettra de aussi raconter une histoire plus facilement en vidéo. Et appareil photo, je sais pas ce qu'il vaut en photo, mais. Alors, photo, je crois qu'il est pas incroyable. Et surtout, il y a un problème quand tu passes en 4K, je crois que ça croppe. Donc, vraiment, renseignez-vous. On n'est pas une bibliothèque de savoir en termes de. On vous donne quelques pistes. Exactement. Après, c'est à vous de choisir laquelle. La bleue, la verte, la rouge. D'ailleurs, peut-être que si vous voulez aller plus loin, on peut leur conseiller le site de notre ami Olivier Schmitt. guidephotovideo.fr. Olivier, on t'embrasse. Olivier a sorti un site qui est plutôt bien fait, bravo Olivier. Où en gros, vous mettez vos différents critères et vous avez directement des résultats en fait, de boîtiers qui peuvent correspondre à ces critères. Dernière option, mais effectivement, là on arrive à des budgets qui sont très importants, mais ça peut peut-être les intéresser, c'est quand vous avez 2000 € à dépenser. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins. Prenez un A7 III. Non mais vraiment, je pense que tu es d'accord avec moi. Aujourd'hui, l'A7 III, c'est l'appareil qui a les meilleurs specs du marché, les meilleurs spécifiques du marché, en photo comme en vidéo. Dites-vous que votre appareil aujourd'hui que vous allez acheter,
il faut le prévoir et le voir évoluer sur 5 ans. Après, prenez la 7 III, faites attention parce que Sony, quand même, c'est assez particulier en termes de prise en main. Il faut quand même aimer. Donc, avant tout, on va tester sa caméra, comme on l'a dit au début. On fait un petit raccord avec la première partie. Et puis, si par exemple, vous voulez faire du YouTube, de la création de contenu, ce sera peut-être pas forcément la meilleure caméra puisqu'il n'y a pas d'écran qui se retourne. Donc, effectivement, c'est une bombe au niveau des specs, mais qui convient pas forcément à tous les usages non plus. Exactement. Et bah, je crois que c'est bon. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui se posaient, mec, non? J'espère que c'est plus clair pour vous. Est-ce que t'as une chose à rajouter peut-être, Guillaume? Ouais, je veux juste terminer sur cette phrase et je pense que t'es d'accord. Il vaut mieux attendre avant d'investir que vous précipiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez 500 € de budget, bah attendez peut-être d'avoir 1000 € de budget pour avoir quelque chose qui va vous durer dans le temps. Les technologies évoluent vite, mais il y a des gars qui font encore de super belles photos à l'argentique, mec. Et pourtant, l'argentique, c'est pas actuel. Ouais, et ça rejoint un peu ce que je disais. Moi, je préfère peut-être aller au maximum de mon iPhone, de mon téléphone, et ensuite peut-être investir pour pouvoir prendre directement un appareil objectif interchangeable plutôt que d'aller sur du bridge, du compact ou de la caméra d'action, puisque en vidéo en tout cas, moi je recommande vraiment de commencer avec ça si on veut vraiment passer un step en vidéo et s'y mettre sérieusement. Et se faire plaisir. Faites-vous plaisir. C'est se faire plaisir. Exactement. Non mais c'est d'être heureux, mec. Est-ce qu'on se fait plaisir aujourd'hui? Ouais, complètement. Prenez soin de vous. Merci. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne de Grain. Le lien s'affiche ici et en description. Je vous kiffe. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à me dire quels sont les critères pour toi les plus importants pour un appareil photo / vidéo. Surtout, mets un petit like. Ouais, commentaire. Bah, il connaît sa chanson, mec. Abonnez-vous, mettez la cloche. Salut tout le monde, bisous. Oh putain, j'ai supprimé. Suppression récente. Attends, refais. Tu connais pas? Non mais refais. Tu secoues.